Mesdames, messieurs, je me présente. Hercule Poirot, détective belge de renommée internationale. J'ai été convoqué au manoir Blackwood pour élucider une affaire des plus délicates concernant la disparition mystérieuse du testament de feu, Sir Edmund Blackwood. Il est de mon devoir de vous informer que je conduirai une investigation approfondie durant ces jours de Noël. Je solliciterai des entretiens individuels avec chacun d'entre vous. Votre coopération pleine et entière est requise pour résoudre cette énigme. Les petites cellules grises d'Hercule Poirot ne connaissent point de repos jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Je vous prie de demeurer disponible et de répondre à mes questions avec la plus grande sincérité. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, l'expression de mes salutations distinguées. Hercule Poirot. La neige tombait doucement sur les toits du manoir Blackwood en cette veille de Noël 1935. Hercule Poirot descendit de la voiture qu'il avait conduite depuis la gare, observant avec attention la majestueuse demeure victorienne. Les fenêtres illuminées projetaient une lueur chaleureuse sur le paysage blanc immaculé. Le détective belge ajusta sa moustache parfaitement cirée et saisit sa valise en cuir. À la porte, une gouvernante austère l'accueillit avec une révérence rigide. Madame Hudson, comme elle se présenta, avait servi la famille Blackwood pendant plus de 30 années. Ses yeux gris scrutèrent Poirot avec une curiosité mêlée de méfiance. Elle le conduisit à travers un hall orné de portraits ancestraux et de décorations de Noël traditionnelles. L'atmosphère du manoir semblait lourde, comme si les murs eux-mêmes gardaient des secrets. Dans le grand salon, 6 personnes attendaient l'arrivée du détective. Lady Margaret Blackwood, veuve de Sir Edmund, décédée 3 mois auparavant, trônait dans un fauteuil près de la cheminée. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon élégant, et son regard trahissait une inquiétude profonde. À ses côtés se tenait son fils aîné, James Blackwood, homme d'affaires prospère, au visage sévère. Sa sœur cadette, Eleanor Fairfax, femme délicate aux manières raffinées, sirotait du thé près de la fenêtre. Le neveu de Sir Edmund, Thomas Blackwood, jeune homme d'une 30aine d'années au regard vif, examinait une collection de livres anciens. Le notaire de la famille, M. Albert Pemberton, homme corpulent aux joues rouges, feuilletait nerveusement des documents. Enfin, le secrétaire personnel de feu, Sir Edmund, M. Charles Whitmore, se tenait discrètement dans un coin, observant la scène avec attention. Poirot s'inclina légèrement devant l'assemblée et prit place dans le fauteuil qu'on lui désignait. Lady Margaret fut la première à prendre la parole, d'une voix teintée d'émotion. Elle expliqua que le testament de son défunt mari avait mystérieusement disparu du coffre-fort familial 2 jours auparavant. La combinaison n'était connue que de 3 personnes, elle-même, son fils James et le notaire Pemberton. Personne ne pouvait expliquer cette disparition inexplicable. Le détective écouta attentivement, ses petites cellules grises déjà en éveil. Il remarqua les regards échangés entre les membres de la famille, les mains qui se crispaient, les respirations qui s'accéléraient. Chacun semblait porter le poids d'un secret. Poirot savait d'expérience que dans les affaires familiales, les motivations les plus profondes étaient souvent cachées sous des apparences respectables. M. Pemberton intervint pour préciser que le testament contenait des dispositions importantes concernant l'héritage considérable de Sir Edmund. Sans ce document, la succession serait réglée selon les lois par défaut, ce qui ne correspondait peut-être pas aux dernières volontés du défunt. La tension dans la pièce était palpable. Chaque héritier potentiel avait des raisons de s'inquiéter ou de se réjouir de cette disparition. Poirot demanda à examiner le coffre-fort et la chambre de Sir Edmund. Lady Margaret accepta avec empressement, espérant que le célèbre détective résoudrait rapidement ce mystère. Le groupe se leva et suivit Poirot dans les escaliers menant à l'étage supérieur. Les marches de chêne craquaient sous leurs pas, accompagnées par le tic-tac régulier de l'horloge ancestrale du hall. La chambre de Sir Edmund était restée intacte depuis son décès. Un parfum de tabac et de vieux livres imprégnaient encore l'atmosphère.
Poirot s'approcha du coffre-fort encastré dans le mur, derrière un portrait du maître des lieux. Il examina minutieusement la serrure, le mécanisme et les alentours. Aucune trace d'effraction n'était visible. Qui que soit le responsable, il connaissait la combinaison ou avait eu accès à celle-ci. Le mystère s'épaississait comme la neige à l'extérieur. Le lendemain matin, jour de Noël, Poirot se leva tôt, malgré la nuit courte. Il avait l'habitude de réfléchir intensément avant de s'endormir, et cette affaire ne faisait pas exception. Après sa toilette méticuleuse et l'arrangement parfait de sa moustache, il descendit pour le petit déjeuner. La salle à manger était déjà occupée par Thomas Blackwood, qui semblait plongé dans ses pensées devant une tasse de café fumant. Le jeune homme sursauta légèrement à l'arrivée de Poirot, renversant quelques gouttes de café sur la nappe blanche. Il s'excusa maladroitement et invita le détective à se joindre à lui. Poirot accepta avec courtoisie et se servit une tisane, refusant poliment le traditionnel petit déjeuner anglais. Thomas paraissait nerveux, ses doigts tapotant le bord de sa tasse avec une régularité inquiétante. Le détective nota ce détail dans son esprit, toujours alerte. Après quelques minutes de conversation banale sur la météo et les festivités de Noël, Poirot orienta habilement la discussion vers Sir Edmund. Thomas se détendit légèrement en évoquant son oncle, qu'il décrivait comme un homme juste mais exigeant. Il révéla que Sir Edmund l'avait financé pour ouvrir une galerie d'art à Londres, un projet qui n'avait pas encore porté ses fruits. Les dettes s'accumulaient, mais Thomas gardait espoir que l'héritage pourrait sauver son entreprise. Poirot hocha la tête avec compréhension, tout en enregistrant cette information capitale. Un héritier endetté avait toujours un mobile pour manipuler un testament. Cependant, le détective se gardait bien de tirer des conclusions hâtives. Il préférait accumuler les faits, comme un collectionneur rassemble des pièces rares. Chaque détail, même insignifiant en apparence, pouvait s'avérer crucial pour résoudre l'énigme. Eleanor Fairfax entra dans la salle à manger à cet instant, vêtue d'une robe de chambre en soie bleu pâle. Elle salua les deux hommes d'un sourire fatigué et se dirigea vers le buffet. Ses mains tremblaient légèrement en versant le thé, et Poirot remarqua les cernes sous ses yeux. Elle n'avait manifestement pas bien dormi. La dame s'installa à table et admit qu'elle était tourmentée par la disparition du testament. Eleanor confessa qu'elle dépendait financièrement de son frère James depuis son divorce difficile 5 ans auparavant. Sir Edmund lui avait promis une rente confortable dans son testament, ce qui lui aurait permis de retrouver son indépendance. Sans ce document, elle craignait de rester à la merci de son frère, dont la générosité avait ses limites. Ses yeux se remplirent de larmes, qu'elle essuya discrètement avec sa serviette brodée. Poirot lui offrit son mouchoir immaculé avec une galanterie toute européenne. Il comprenait la vulnérabilité de cette femme prise au piège des conventions sociales de l'époque. Cependant, sa compassion n'obscurcissait jamais son jugement professionnel. Eleanor avait également un mobile solide pour faire disparaître le testament, si celui-ci ne la favorisait pas autant qu'elle l'espérait. Le détective devait considérer toutes les possibilités. Après le petit déjeuner, Poirot demanda à s'entretenir avec Madame Hudson dans sa chambre située au dernier étage. La gouvernante le reçut avec raideur, assise sur une chaise droite près de la fenêtre. Elle expliqua qu'elle avait consacré sa vie entière au service des Blackwood, ayant même élevé James et Eleanor après le décès prématuré de leur mère. Son dévouement était absolu, et la simple idée qu'un voleur ait profané la mémoire de Sir Edmund la révoltait profondément. Poirot l'interrogea sur les allées et venues dans le manoir durant les derniers jours. Madame Hudson tenait un registre mental précis de chaque mouvement dans la demeure. Elle révéla que M. Whitmore, le secrétaire, passait de longues heures dans le bureau de Sir Edmund, prétendument pour classer des documents. Le notaire Pemberton était venu 3 fois la semaine précédente pour des consultations avec Lady Margaret. James avait fouillé la bibliothèque à plusieurs reprises, cherchant des documents d'affaires selon ses dires. L'après-midi du jour de Noël, alors que la famille se réunissait pour le déjeuner traditionnel,
Poirot obtint la permission d'examiner le bureau personnel de Sir Edmund. Cette pièce, lambrissée de chaînes sombres, respirait l'austérité et l'ordre méthodique. Des rangées de livres juridiques s'alignaient sur les étagères, et un grand bureau en acajou trônait face à la fenêtre donnant sur les jardins enneigés. L'odeur du cuir et du papier ancien imprégnait l'atmosphère. Le détective commença son inspection minutieuse, examinant chaque tiroir, chaque document, chaque objet, avec une attention méticuleuse. Il découvrit une correspondance volumineuse entre Sir Edmund et diverses institutions financières. Le défunt avait été un investisseur avisé, multipliant sa fortune au fil des décennies. Poirot nota également des lettres personnelles de chaque membre de la famille, toutes sollicitant une aide financière ou des conseils. Dans le dernier tiroir du bureau, dissimulé sous une pile de vieux journaux, Poirot découvrit un carnet en cuir rouge. Il l'ouvrit délicatement et commença à lire les notes manuscrites de Sir Edmund. Ces pages contenaient des réflexions personnelles sur ses héritiers, leurs qualités et leurs défauts. Le vieil homme semblait avoir longuement réfléchi à la répartition de sa fortune. Certains commentaires étaient particulièrement sévères, d'autres étonnamment tendres. Sir Edmund écrivait que James était devenu trop obsédé par l'argent et le statut social, négligeant les valeurs familiales. Eleanor était décrite comme fragile, mais fondamentalement bonne, méritant une sécurité financière. Thomas apparaissait comme un rêveur talentueux, mais irresponsable avec l'argent. Le secrétaire Whitmore était qualifié de loyal et discret, ayant servi fidèlement pendant 15 années. Ses observations révélaient un homme soucieux de justice, mais déchiré par ses affections. Poirot continua son exploration et remarqua une anomalie dans les boiseries du mur derrière le bureau. En appuyant légèrement sur un panneau particulier, il entendit un déclic. Une section du lambris pivota, révélant un compartiment secret que personne n'avait mentionné. Le cœur du détective s'accéléra légèrement face à cette découverte. Les petites cellules grises frétillaient d'excitation intellectuelle. À l'intérieur du compartiment se trouvait une boîte en métal, ornée de gravures anciennes. Poirot la sortit avec précaution et l'ouvrit. Elle contenait des photographies jaunies, des lettres d'amour datant de plusieurs décennies, et un médaillon en or. Ces objets racontaient une histoire d'amour de jeunesse entre Sir Edmund et une certaine Charlotte Beaumont. Les lettres révélaient une passion intense qui s'était terminée tragiquement lorsque Charlotte avait épousé un autre homme par contrainte familiale. Le détective découvrit également un document juridique surprenant, un acte de reconnaissance d'un enfant illégitime né de cette union. Charlotte avait donné naissance à un fils avant son mariage arrangé, un fils que Sir Edmund n'avait jamais pu reconnaître publiquement. Le document portait le nom de l'enfant, Charles Wetmore. Le secrétaire actuel de Sir Edmund était en réalité son fils caché. Cette révélation changeait complètement la perspective de l'enquête. Poirot remit soigneusement tous les objets dans la boîte et la replaça dans le compartiment secret. Il ne devait pas révéler prématurément cette information délicate. Le secrétaire savait-il qu'il était le fils de Sir Edmund? Cette connaissance constituait-elle un mobile supplémentaire dans l'affaire du testament disparu? Le détective devait approfondir ses recherches avant de tirer des conclusions. La vérité se dessinait lentement, comme une fresque cachée sous des couches de peinture. En quittant le bureau, Poirot croisa James Blackwood dans le couloir. L'homme d'affaires semblait agité et demanda au détective s'il avait progressé dans son enquête. Poirot répondit avec son énigmatique habituel qu'il rassemblait des informations et que la vérité se révélerait en temps voulu. James insista, affirmant qu'il avait besoin de connaître rapidement le contenu du testament pour ses affaires. Son impatience trahissait une anxiété profonde qui n'échappa pas au regard perçant du détective. Le soir venu, Poirot convoqua le notaire Pemberton dans la bibliothèque pour un entretien privé. L'homme corpulent s'installa dans un fauteuil en cuir avec un soupir de soulagement, acceptant volontiers le cognac que lui offrait le détective. Les flammes de la cheminée dansaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs tapissés de livres. L'atmosphère était propice aux confidences, et Poirot savait comment mettre les gens à l'aise
pour obtenir la vérité. Pemberton commença par expliquer qu'il connaissait Sir Edmund depuis plus de 40 ans, ayant géré toutes ses affaires juridiques. Il avait été témoin de l'ascension financière de la famille Blackwood et des tensions qui en découlaient. Le notaire admit que le testament disparu contenait des dispositions qui surprendraient certainement tous les héritiers. Sir Edmund avait modifié ce document plusieurs fois au cours des derniers mois, reflet de ses hésitations et de ses doutes. Le détective se pencha en avant, ses yeux verts, brillants d'intelligence. Il demanda au notaire de lui révéler le contenu général du testament, assurant que ces informations resteraient confidentielles jusqu'au moment opportun. Pemberton hésita longuement. Le conflit entre son devoir professionnel et le besoin de résoudre l'affaire se lisant sur son visage rougi. Finalement, il céda, comprenant que seule la vérité pourrait dénouer cette situation complexe. Le testament établissait une répartition surprenante des biens. James recevait le manoir et les propriétés foncières, mais pas la fortune liquide qu'il espérait pour ses investissements. Eleanor obtenait une rente généreuse pour le reste de sa vie, garantissant son indépendance financière. Thomas héritait d'une somme modeste, suffisante pour éponger ses dettes, mais pas pour financer de nouveaux projets hasardeux. Ces dispositions reflétaient la sagesse et les préoccupations de Sir Edmund pour chacun de ses proches. Mais la révélation la plus stupéfiante concernait Charles Whitmore. Le secrétaire recevait une part substantielle de la fortune, accompagnée d'une lettre explicative révélant son véritable lien de parenté avec Sir Edmund. Le vieil homme avait décidé, sur son lit de mort, de reconnaître enfin son fils et de réparer l'injustice d'une vie. Cette disposition était gardée secrète dans une clause particulière, devant être révélée uniquement après la lecture publique du reste du testament. Pemberton avoua également que Lady Margaret connaissait l'existence de ce fils illégitime depuis des années. Elle avait accepté cette situation avec une dignité remarquable, comprenant que cet amour de jeunesse avait précédé leur mariage. La dame avait même insisté pour que Charles soit employé au manoir, souhaitant que Sir Edmund puisse côtoyer son fils sans que le scandale n'éclate. Cette générosité d'esprit la rendait encore plus respectable aux yeux de Poirot. Le notaire révéla ensuite un détail crucial. 3 jours avant la disparition du testament, Sir Edmund avait confié à Pemberton qu'il envisageait une dernière modification. Il voulait léguer une partie de sa collection d'œuvres d'art à un musée national, réduisant ainsi la part de chaque héritier. Cette intention n'avait jamais été formalisée dans un nouveau document, mais Sir Edmund en avait discuté ouvertement lors du dîner familial. Cette annonce avait provoqué une vive tension autour de la table. Poirot remercia le notaire pour sa franchise et le laissa partir. Seul dans la bibliothèque, le détective alluma une cigarette russe et se mit à réfléchir intensément. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit méthodique. Chaque héritier avait un mobile pour faire disparaître le testament, mais lequel avait eu l'opportunité et le courage d'agir? La question de la combinaison du coffre-fort restait centrale dans cette énigme. Le détective se leva et se mit à arpenter la pièce, ses mains jointes dans le dos. Il murmurait pour lui-même en français, comme il le faisait toujours quand ses petites cellules grises travaillaient intensément. La solution était là, quelque part dans les détails qu'il avait accumulés. Il suffisait de les regarder sous le bon angle, de percevoir le motif caché dans le tissu apparent des événements. La patience et la méthode triompheraient, comme toujours. Le lendemain matin, Poirot demanda à s'entretenir avec Charles Whitmore dans le bureau de Sir Edmund. Le secrétaire entra avec sa discrétion habituelle, un homme d'une 40aine d'années aux traits fins et aux manières réservées. Ses yeux bruns exprimaient une intelligence vive et une certaine mélancolie. Il s'assit face au détective, croisant poliment les mains sur ses genoux, attendant les questions avec un calme apparent. Poirot observa longuement le jeune homme avant de parler, cherchant les ressemblances avec le portrait de Sir Edmund accroché au mur. Les mêmes pommettes hautes, la même forme d'oreille, le même front large. Comment personne n'avait-il remarqué ces similitudes frappantes
Peut-être parce que les gens ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir. Le secrétaire soutint le regard du détective sans ciller, une force tranquille émanant de sa personne. Le détective commença par des questions générales sur le travail de Whitmore au service de Sir Edmund. Le secrétaire décrivit avec respect et affection son employeur, le qualifiant d'homme juste et généreux. Il avait géré toute la correspondance personnelle du défunt, organisé son emploi du temps et s'était occupé de divers arrangements privés. Sir Edmund lui faisait entièrement confiance et le traitait davantage comme un confident que comme un simple employé. Puis Poirot posa la question qui lui brûlait les lèvres. Whitmore connaissait-il sa véritable identité? Le secrétaire pâlit légèrement, mais garda son sang-froid. Après un long silence, il acquiesça lentement. Sir Edmund lui avait révélé la vérité 3 ans auparavant, lors d'une soirée où le vieil homme, affaibli par la maladie, avait ressenti le besoin de se confesser. Cette révélation avait bouleversé Charles, expliquant enfin pourquoi sa mère avait toujours refusé de lui parler de son père. Whitmore expliqua que sa mère, Charlotte Beaumont, devenue Madame Whitmore, était décédée 10 ans plus tôt, sans jamais révéler ce secret. Elle avait élevé seule son fils avec les fonds que Sir Edmund lui envoyait discrètement chaque mois. Le jeune Charles avait grandi dans une maison modeste, mais confortable, recevant une excellente éducation grâce à la générosité anonyme de son père. Quand Sir Edmund lui avait offert le poste de secrétaire, il ignorait encore leur lien de parenté. Apprendre cette vérité avait été à la fois douloureux et libérateur pour Charles. Il comprenait enfin pourquoi Sir Edmund le regardait parfois avec une tendresse particulière, pourquoi il s'intéressait tant à ses projets et à son bien-être. Le secrétaire avait accepté cette situation avec philosophie, reconnaissant que son père avait été piégé par les conventions sociales de son époque. Il ne lui en voulait pas et appréciait les années qu'ils avaient pu passer ensemble, même si leur véritable relation devait rester cachée. Poirot demanda ensuite si Whitmore connaissait l'existence du testament et ses dispositions. Le secrétaire admit que Sir Edmund lui avait confié ses intentions quelques semaines avant sa mort. Le vieil homme voulait réparer publiquement l'injustice faite à son fils, lui offrant enfin la reconnaissance et la sécurité financière qu'il méritait. Charles avait été profondément ému par ce geste, mais il avait également ressenti une certaine culpabilité, sachant que cette révélation choquerait la famille. Concernant la disparition du testament, Whitmore affirma ne rien savoir. Il ignorait la combinaison du coffre-fort et n'avait aucune raison de faire disparaître un document qui le favorisait. Au contraire, il souhaitait ardemment que les dernières volontés de son père soient respectées. Le secrétaire suggéra que quelqu'un d'autre, mécontent des dispositions testamentaires, avait agi pour empêcher leur exécution. Son raisonnement était logique, mais Poirot savait que la logique apparente pouvait parfois dissimuler des motivations plus complexes. Le détective remercia Whitmore pour sa franchise et le laissa partir. Il se retrouva seul, avec ses pensées, contemplant la neige qui continuait de tomber à l'extérieur. L'histoire de cet homme était touchante, marquée par le poids des secrets familiaux et des conventions sociales rigides. Poirot comprenait la complexité des sentiments humains, mais sa mission restait claire, découvrir qui avait fait disparaître le testament et pourquoi. La compassion ne devait pas obscurcir la recherche de la vérité. L'après-midi du même jour, Poirot sollicita un entretien avec Lady Margaret dans son salon privé. La veuve le reçut avec la dignité qui la caractérisait, assise près de la fenêtre, où elle brodait un ouvrage délicat. La lumière hivernale adoucissait ses traits aristocratiques, révélant une beauté fanée, mais toujours présente. Elle posa son ouvrage et invita le détective à prendre place dans le fauteuil, en face d'elle. Un thé fumant attendait sur la table basse, en marqueterie. Poirot commença par exprimer sa sympathie pour la perte de son époux et la situation délicate dans laquelle elle se trouvait. Lady Margaret le remercia d'un sourire triste, expliquant que la disparition d'Edmund avait laissé un vide immense dans sa vie. Ils avaient été mariés pendant 42 années, traversant ensemble les joies et les épreuves. Le détective observait attentivement chaque expression de son visage, chaque geste de ses mains,
cherchant les indices invisibles que seul un œil exercé pouvait percevoir. Le détective aborda ensuite délicatement le sujet de Charles Whitmore et de sa véritable identité. Lady Margaret ne montra aucune surprise face à cette question, confirmant qu'elle connaissait ce secret depuis le début de son mariage. Edmund avait été honnête avec elle dès leur fiançailles, lui révélant l'existence de cet enfant illégitime. Elle avait choisi de l'accepter, comprenant que cet amour de jeunesse appartenait au passé et que son mari l'avait réellement aimée. La dame expliqua qu'elle avait même suggéré d'employer Charles comme secrétaire personnel lorsque le poste s'était libéré 15 ans auparavant. Elle souhaitait qu'Edmund puisse connaître son fils, même si leur relation devait rester secrète. Cette générosité témoignait d'une noblesse d'âme rare, et Poirot en fut profondément touché. Lady Margaret avoua cependant qu'elle redoutait la réaction de James et Eleanor s'ils apprenaient l'existence de ce demi-frère et sa part dans l'héritage. Poirot questionna ensuite Lady Margaret sur ses propres sentiments concernant le testament. Elle soupira longuement avant de répondre. Elle possédait déjà sa propre fortune, héritée de sa famille, et n'avait pas besoin de l'argent d'Edmund. Cependant, elle s'inquiétait pour ses enfants, particulièrement pour Eleanor qui dépendait financièrement de James. La disparition du testament la troublait profondément, car elle souhaitait que les dernières volontés de son mari soient respectées, quelles qu'elles fussent. La conversation dériva vers les relations familiales et les tensions qui les accompagnaient. Lady Margaret confia que James était devenu de plus en plus distant après son mariage, obsédé par ses affaires et son statut social. Eleanor, fragile depuis son divorce, se réfugiait dans une dépendance émotionnelle malsaine envers sa famille. Thomas, le neveu, était un garçon talentueux, mais irresponsable, qui dilapidait chaque somme qu'on lui confiait. Ces descriptions correspondaient exactement aux notes de Sir Edmund dans son carnet rouge. Poirot demanda à Lady Margaret si elle connaissait la combinaison du coffre-fort. Elle confirma que oui, ainsi que James et le notaire Pemberton. Elle admit avoir vérifié le coffre 2 semaines avant la disparition du testament pour un autre document, et le testament était bien présent à ce moment-là. Depuis, elle n'y était pas retournée jusqu'à la découverte de sa disparition. Elle jurait sur sa foi qu'elle n'avait aucune raison de le faire disparaître et qu'elle ignorait qui pouvait être le responsable. La dame révéla ensuite un détail intrigant. La veille de la découverte de la disparition, elle avait entendu des bruits étranges provenant du bureau d'Edmund vers minuit. Elle avait cru que c'était Madame Hudson effectuant un nettoyage tardif et n'y avait pas prêté attention. Le lendemain matin, en voulant consulter un document d'assurance, elle avait découvert que le testament avait disparu. Ce témoignage établissait une fenêtre temporelle précise pour le vol, un élément crucial pour l'enquête de Poirot. Le détective remercia Lady Margaret pour sa coopération et sa franchise. En quittant le salon, il était convaincu de sa sincérité. Cette femme noble et digne n'avait aucun mobile pour voler le testament de son mari. Au contraire, elle souhaitait ardemment que justice soit rendue et que la vérité éclate. Poirot sentait que la solution de l'énigme était proche, mais il lui manquait encore une pièce essentielle du puzzle. Les petites cellules grises continuaient leur travail, inlassable. Le soir même, Poirot convoqua James Blackwood dans la bibliothèque pour une conversation qu'il savait déterminante. L'homme d'affaires arriva avec 15 minutes de retard, prétextant un appel téléphonique urgent avec ses associés londoniens. Il s'assit avec une certaine raideur, visiblement mal à l'aise face au regard pénétrant du détective belge. La tension dans la pièce était palpable, comme si l'air lui-même attendait les révélations à venir. Poirot ne perdit pas de temps en préliminaire et questionna directement James sur ses activités financières récentes. L'homme d'affaires tenta d'esquiver, mais le détective insista avec une fermeté polie. Finalement, James admit que ses investissements dans une entreprise ferroviaire avaient mal tourné, le laissant avec des dettes considérables. Il avait emprunté des sommes importantes auprès de banques, en utilisant ses futures parts d'héritage comme garantie. La disparition du testament mettait ses arrangements en péril. Le détective poursuivit son interrogatoire
demandant si James connaissait le contenu exact du testament. L'homme hésita longuement, son visage rougissant progressivement. Il finit par avouer qu'il avait secrètement consulté le document 3 semaines auparavant, profitant d'un moment où le coffre était ouvert pour une autre raison. Il avait été choqué de découvrir qu'il ne recevait pas la fortune liquide espérée, mais seulement les propriétés foncières, difficiles à monétiser rapidement. James expliqua que cette découverte l'avait plongé dans le désespoir. Ses créanciers le pressaient, ses associés menaçaient de se retirer, et sa réputation dans le monde des affaires était en jeu. Il avait supplié son père de modifier le testament, mais Sir Edmund était resté inflexible. Le vieil homme estimait que James devait apprendre à gérer ses finances de manière responsable et que recevoir trop d'argent liquide ne ferait qu'aggraver son problème. Cette confrontation père-fils avait été leur dernière conversation avant le décès de Sir Edmund. Poirot observa attentivement les réactions de James pendant ses aveux. L'homme transpirait abondamment, malgré la fraîcheur de la pièce. Ses mains tremblaient légèrement, et son regard fuyait celui du détective. Ces signes trahissaient une culpabilité évidente. Mais était-ce la culpabilité d'avoir volé le testament, ou simplement la honte de sa situation financière désastreuse? Le détective devait déterminer la nature exacte de cette culpabilité pour résoudre l'affaire. Le fils aîné des Blackwood nia farouchement avoir fait disparaître le testament. Il affirma que, malgré sa situation désespérée, il n'aurait jamais trahi la mémoire de son père de cette manière. Cependant, il admit avoir envisagé cette possibilité pendant ses nuits d'insomnie, tourmenté par ses problèmes financiers. Cette confession troublante révélait un homme au bord du gouffre, capable peut-être de commettre un acte désespéré pour sauver sa réputation et sa fortune. Poirot changea de tactique et questionna James sur les bruits entendus par Lady Margaret la nuit précédant la découverte. L'homme d'affaires jura qu'il dormait profondément à ce moment-là et n'avait rien entendu. Il suggéra que peut-être Eleanor, souvent insomniaque, avait erré dans le manoir cette nuit-là. Cette tentative de détourner les soupçons vers sa sœur révélait un caractère prêt à sacrifier les autres pour se protéger lui-même. Le détective termina l'entretien en avertissant James que la vérité finirait par éclater et qu'il valait mieux confesser maintenant, plutôt que d'être démasqué plus tard. L'homme d'affaires se leva brusquement, protestant de son innocence avec véhémence. Il quitta la bibliothèque d'un pas rapide, laissant Poirot seul, avec ses réflexions. Le détective était maintenant convaincu que James connaissait quelque chose d'important qu'il refusait encore de révéler complètement. En allumant une cigarette, Poirot récapitula mentalement tous les éléments de l'enquête. James avait le mobile le plus évident, connaissait la combinaison du coffre et était dans une situation désespérée. Cependant, quelque chose ne correspondait pas tout à fait. Le détective sentait qu'il manquait un élément, une connexion cachée entre tous ces faits. Les petites cellules grises travaillaient intensément, cherchant le fil conducteur qui relierait tous les indices en un tableau cohérent. Le lendemain matin, alors que Poirot prenait son petit déjeuner dans sa chambre, Madame Hudson frappa discrètement à sa porte. La gouvernante semblait bouleversée, ses mains tordant nerveusement son tablier immaculé. Elle demanda à s'entretenir en privé avec le détective, affirmant avoir des informations importantes concernant la nuit de la disparition. Poirot l'invita immédiatement à entrer et à s'asseoir, percevant l'urgence dans sa voix tremblante. La gouvernante révéla qu'elle n'avait pas tout dit lors de leur premier entretien, par loyauté envers la famille qu'elle servait depuis tant d'années. Cependant, sa conscience la torturait et elle ne pouvait plus garder le silence. Cette nuit-là, vers minuit, elle avait effectivement entendu des bruits dans le bureau de Sir Edmund. Contrairement à ce qu'avait pensé Lady Margaret, ce n'était pas Madame Hudson qui effectuait un nettoyage tardif. La gouvernante était dans sa chambre et s'était levée pour vérifier l'origine de ces sons suspects. En descendant l'escalier de service, Madame Hudson avait aperçu une silhouette sortant furtivement du bureau. L'obscurité et la distance l'empêchaient d'identifier clairement la personne, mais elle avait remarqué certains détails. La silhouette portait une robe de chambre de couleur claire
et se déplaçait avec précaution, évitant manifestement d'être vue. La gouvernante avait hésité à intervenir, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un membre de la famille ayant besoin de consulter un document important. Le lendemain, en apprenant la disparition du testament, Madame Hudson avait immédiatement fait le lien avec l'incident nocturne. Cependant, elle n'osait pas accuser quelqu'un sans preuve certaine, d'autant plus qu'elle ne pouvait identifier formellement le responsable. Sa loyauté envers les Blackwood la déchirait entre son devoir de vérité et sa réticence à causer du tort à la famille. Cette confession tardive expliquait son attitude tendue depuis l'arrivée de Poirot au manoir. Le détective remercia chaleureusement Madame Hudson pour son courage et sa franchise. Il comprenait le dilemme moral qui l'avait tourmenté. Cette nouvelle information réduisait considérablement le nombre de suspects. Une robe de chambre claire éliminait James, qui portait toujours une robe de chambre bordeaux, et Charles Whitmore, dont le logement se trouvait dans une aile séparée. Restaient Eleanor, Lady Margaret et, théoriquement, Thomas, bien que celui-ci ignorât la combinaison du coffre. Poirot demanda à la gouvernante si elle avait remarqué d'autres détails inhabituels ce soir-là ou dans les jours précédents. Madame Hudson réfléchit longuement, puis mentionna qu'Eleanor semblait particulièrement nerveuse depuis plusieurs semaines. La dame passait de longues heures dans la bibliothèque, consultant des livres sur le droit successoral. Elle avait également eu plusieurs conversations téléphoniques, chuchotées, que la gouvernante avait involontairement entendues en passant. Ces comportements inhabituels méritaient certainement une investigation plus approfondie. La gouvernante ajouta un dernier détail troublant. Quelques jours avant la disparition, elle avait surpris Eleanor fouillant dans le bureau personnel de Lady Margaret. Confrontée, Eleanor avait prétendu chercher un livre prêté par sa mère, mais son explication semblait peu convaincante. Madame Hudson n'avait pas rapporté l'incident à Lady Margaret pour éviter de créer des tensions familiales, mais elle regrettait maintenant ce silence. Chaque petit détail prenait maintenant une importance cruciale dans la reconstitution des événements. Poirot rassura Madame Hudson, lui expliquant qu'elle avait bien fait de venir le voir maintenant. Il lui demanda de garder cette conversation strictement confidentielle et de continuer à observer discrètement les allées et venues dans le manoir. La gouvernante acquiesça avec soulagement, heureuse d'avoir enfin partagé le poids de son secret. Elle quitta la chambre avec une posture plus légère, comme libérée d'un fardeau invisible. Resté seul, Poirot se mit à arpenter sa chambre de long en large, un exercice qui stimulait toujours sa réflexion. Eleanor devenait maintenant le suspect principal, avec un mobile clair, un comportement suspect, et la possibilité d'avoir été la silhouette aperçue cette nuit-là. Cependant, le détective restait prudent. Les apparences pouvaient être trompeuses, et il avait appris à ne jamais se précipiter vers la conclusion la plus évidente. Il devait confronter Eleanor directement et observer sa réaction face à ces nouvelles informations. L'après-midi même, Poirot invita Eleanor à le rejoindre dans le jardin d'hiver, une pièce lumineuse, remplie de plantes exotiques et de fleurs hivernales. L'endroit était paisible, propice à une conversation sincère, loin des oreilles indiscrètes. Eleanor arriva vêtue d'une robe de laine grise, ses cheveux attachés en un chignon simple. Son visage trahissait une fatigue profonde et une anxiété mal dissimulée. Elle s'assit sur un banc sans fer forgé, ses mains tremblant légèrement. Le détective commença par une approche douce, parlant du jardin et des orchidées rares qui fleurissaient malgré le froid extérieur. Puis, avec la délicatesse qui le caractérisait, il orienta la conversation vers la nuit de la disparition du testament. Eleanor pâlit visiblement, ses doigts se crispant sur le rebord du banc. Poirot lui expliqua calmement qu'une silhouette avait été aperçue sortant du bureau de Sir Edmond vers minuit, et que cette personne portait une robe de chambre claire, exactement comme celle qu'Eleanor possédait. Les larmes montèrent aux yeux de la dame, et elle se mit à pleurer silencieusement. Après quelques minutes de silence, elle releva la tête et regarda Poirot avec un mélange de désespoir et de soulagement. Elle avoua qu'effectivement, c'était elle qui était entrée dans le bureau cette nuit-là. Cependant,
Elle jura qu'elle n'avait pas volé le testament. Son explication allait révéler une dimension inattendue de toute cette affaire, prouvant une fois de plus que la vérité était plus complexe que les apparences. Eleanor expliqua qu'elle souffrait depuis des années d'une dépendance aux somnifères et aux anxiolytiques. Son divorce l'avait profondément traumatisée et elle s'était réfugiée dans ses médicaments pour apaiser son angoisse constante. Récemment, elle avait décidé de se sevrer de ces substances avec l'aide discrète d'un médecin londonien. Cette nuit-là, incapable de dormir et en proie à de terribles symptômes de sevrage, elle avait erré dans le manoir comme une âme en peine. En passant devant le bureau de son père, Eleanor avait ressenti le besoin impérieux d'entrer dans cette pièce qui lui rappelait tant de souvenirs d'enfance. Sir Edmund l'avait toujours comprise et soutenue, contrairement à son frère James, qui la jugeait constamment. Elle était entrée dans le bureau pour se sentir proche de son père disparu, s'asseyant dans son fauteuil et pleurant doucement. Elle n'avait même pas remarqué que le portrait dissimulant le coffre-fort était légèrement déplacé, signe que quelqu'un l'avait récemment manipulé. La dame admit avoir consulté des livres sur le droit successoral ces dernières semaines, mais c'était pour comprendre sa situation financière et ses droits légaux. Elle craignait que James ne contrôle entièrement l'héritage et ne réduise sa rente pour la maintenir dépendante. Cette peur la rongeait, alimentant son anxiété déjà présente. Quant à sa visite dans le bureau de Lady Margaret, elle cherchait effectivement un livre, mais surtout, elle espérait trouver une copie du testament ou des informations sur son contenu. Poirot écouta cette confession avec compassion et attention. Il croyait sincèrement Eleanor, reconnaissant dans son récit la vérité d'une âme tourmentée, mais fondamentalement honnête. Cependant, cela signifiait que le véritable voleur du testament était encore à identifier. Si Eleanor était entrée dans le bureau vers minuit et que le testament avait déjà disparu à ce moment-là, alors le vol avait eu lieu plus tôt dans la soirée. Cette nouvelle donnée temporelle modifiait complètement la perspective de l'enquête. Le détective demanda à Eleanor de réfléchir attentivement aux événements de cette soirée avant minuit. Y avait-il eu quelque chose d'inhabituel au dîner? Des conversations particulières, des comportements étranges? Eleanor se concentra intensément, fouillant dans ses souvenirs embrumés par sa détresse de cette nuit-là. Soudain, elle se rappela un détail. Thomas avait quitté la table prématurément, prétextant un mal de tête. Il était monté à l'étage vers 22 heures et n'était réapparu que le lendemain matin au petit déjeuner. Cette information électrisa Poirot. Thomas avait toujours semblé un suspect peu probable, car il ignorait la combinaison du coffre-fort. Mais peut-être y avait-il un élément que le détective avait négligé. Le neveu avait peut-être trouvé un moyen d'accéder au testament sans connaître la combinaison, ou bien quelqu'un lui avait fourni cette information. Les petites cellules grises de Poirot s'activèrent avec une intensité renouvelée. La solution de l'énigme était enfin à portée de main. Il le sentait dans chaque fibre de son être analytique. Le soir même, Poirot convoqua tous les habitants du manoir dans le grand salon pour la révélation finale. La scène rappelait les dénouements classiques des enquêtes du célèbre détective belge. Lady Margaret était assise avec dignité près de la cheminée, James et Eleanor sur le canapé, Thomas debout près de la fenêtre, Charles Whitmore discrètement en retrait, le notaire Pemberton dans son fauteuil habituel, et Madame Hudson près de la porte. L'atmosphère était électrique, chacun attendant avec une anxiété palpable les paroles du détective. Poirot se tenait au centre de la pièce, ses mains jointes derrière le dos, son regard perçant parcourant l'assemblée. Il commença par récapituler les faits de l'affaire, la disparition mystérieuse du testament, les différents mobiles de chaque suspect, les témoignages contradictoires. Il expliqua comment chaque membre de la famille avait des raisons de souhaiter la disparition de ce document, créant ainsi un labyrinthe de soupçons et de fausses pistes. Sa voix calme et méthodique captivait son auditoire. Le détective révéla ensuite les secrets qu'il avait découverts, l'identité véritable de Charles Whitmore, les dettes écrasantes de James, la dépendance d'Eleanor aux médicaments, les projets financiers désastreux de Thomas.
Chaque révélation provoquait des réactions de surprise et de gêne dans l'assemblée. Lady Margaret restait stoïque, ayant déjà accepté ces vérités difficiles. Poirot expliqua que tous ces éléments formaient un tableau complexe des relations familiales et des tensions souterraines qui minaient la famille Blackwood. Puis vint le moment crucial. Poirot s'adressa directement à Thomas, qui pâlit visiblement. Le détective expliqua qu'initialement, Thomas semblait le suspect le moins probable, car il ignorait la combinaison du coffre-fort. Cependant, en examinant attentivement le bureau de Sir Edmund, Poirot avait découvert quelque chose de fascinant. Des traces de cire sur le tapis, près du coffre, et de minuscules égratignures sur le mécanisme. Ces indices révélaient qu'on avait pris une empreinte de la serrure pour créer une copie de la clé mécanique. Thomas s'effondra littéralement dans le fauteuil le plus proche, son visage entre ses mains. Il confessa d'une voix brisée avoir effectivement volé le testament. Quelques semaines auparavant, en visitant son oncle malade, il avait surpris une conversation entre Sir Edmund et le notaire concernant ses dettes et son incapacité à gérer l'argent. Le vieil homme avait décidé de ne lui léguer qu'une somme modeste, insuffisante, pour sauver sa galerie d'art. Désespéré, Thomas avait élaboré un plan pour faire disparaître le testament. Le neveu expliqua qu'il avait engagé discrètement un serrurier londonien peu scrupuleux pour fabriquer un outil spécial capable d'ouvrir le coffre. Il avait pris des mesures précises lors de visites précédentes, prétextant admirer les œuvres d'art dans le bureau. Le soir fatidique, après s'être retiré prématurément du dîner, il était descendu vers 22 heures, avait ouvert le coffre avec son outil et s'était emparé du testament. Il pensait naïvement qu'en l'absence du document, la succession serait répartie plus équitablement ou retardée, lui donnant le temps de redresser sa situation financière. Poirot demanda où se trouvait maintenant le testament. Thomas se leva lentement et se dirigea vers la bibliothèque. Il écarta quelques livres sur une étagère haute et en sortit une enveloppe cachetée. C'était le testament disparu, intact et non ouvert. Le jeune homme avoua qu'après l'avoir volé, il avait été rongé par la culpabilité et le remords. Il n'avait même pas eu le courage de l'ouvrir ou de le détruire. Le document était resté caché, témoin silencieux de sa faiblesse et de son désespoir. Le notaire Pemberton saisit immédiatement l'enveloppe et vérifia les sceaux. Tout était intact. Il proposa de procéder à la lecture officielle du testament sur le champ pour mettre fin à cette situation pénible. Lady Margaret acquiesça avec soulagement, et toute l'assemblée se prépara à entendre enfin les dernières volontés de Sir Edmund. Le moment était solennel, chargé d'émotion et d'appréhension. Poirot observait attentivement les réactions de chacun, conscient que cette révélation allait bouleverser définitivement l'équilibre familial. Pemberton lut le testament d'une voix claire et officielle. Les dispositions étaient exactement celles qu'il avait décrites à Poirot. James recevait les propriétés, Eleanor sa rente d'indépendance, Thomas une somme modeste pour ses dettes et Charles Whitmore une part substantielle, accompagnée de la reconnaissance de sa filiation. La lecture de cette dernière clause provoqua un choc visible chez James et Eleanor, qui regardèrent le secrétaire avec des yeux écarquillés. Charles baissa humblement la tête, ému, mais digne dans ce moment de reconnaissance tant attendu. Après un long silence, Lady Margaret se leva et s'approcha de Charles. Elle lui prit les mains avec affection et déclara devant toute l'assemblée qu'elle l'avait toujours considéré comme un membre de la famille et qu'elle était heureuse que la vérité soit enfin révélée. Ce geste de grâce et de générosité brisa les dernières résistances. Eleanor se joignit à sa mère, embrassant Charles avec des larmes de joie. James, après un moment d'hésitation, tendit finalement la main à son demi-frère, nouvellement reconnu. La famille Blackwood commençait un nouveau chapitre, fondé sur la vérité plutôt que sur les secrets et les non-dits. Quant à Thomas, il fut décidé qu'aucune poursuite judiciaire ne serait engagée contre lui, compte tenu de la restitution du testament intact et de ses remords sincères. Cependant, Lady Margaret insista pour qu'il consulte un conseiller financier et apprenne à gérer ses affaires de manière responsable. Le jeune homme accepta humblement ses conditions, reconnaissant sa folie et promettant de s'amender.
Hercule Poirot avait une fois de plus démêlé un mystère complexe, mais surtout, il avait permis à une famille de se retrouver et de guérir de ses blessures cachées, alors que la neige continuait de tomber doucement sur le manoir Blackwood en cette période de Noël. Poirot préparait ses bagages pour le départ. Son travail était accompli. Les petites cellules grises avaient triomphé une fois encore, non pas en condamnant un coupable, mais en révélant des vérités libératrices. Le détective belge savait que la justice n'était pas toujours synonyme de punition, mais parfois de compréhension et de réconciliation. C'était là la plus belle victoire de sa carrière, celle qui touchait le cœur autant que l'esprit.